Les voitures puissantes provoquent aussi de gros accidents, et certains chocs te font dire « Oh mon Dieu !» Matt Armstrong, dans cette vidéo, va faire une reconstruction créative d'une BMW M3 modèle 2019. Tout d'abord, assure-toi d'être abonné à la chaîne, et c'est parti. Un mécanicien allemand va examiner l'avant du véhicule. À première vue, cela semble simple, juste une collision frontale à faible vitesse. Mais la vue arrière va te faire poser une question évidente. Le châssis est-il tordu ? Parlons d'abord un peu des spécifications de la voiture et pourquoi elle mérite autant d'efforts pour réparer ce quart arrière complètement détruit. Malgré nos divergences sur la conception de cette calandre agressive à l'avant, la BMW M3 reste le modèle de rêve pour presque tous les jeunes dans la vingtaine. La nouvelle génération a fait son apparition en 2020 et est toujours en production aujourd'hui. La M3 est une berline sportive à 4 portes avec une transmission intégrale. Personnellement, je l'appelle une super berline car elle est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres dotée d'un système biturbo ou power turbo comme l'appelle BMW. Elle développe 470 chevaux et 550 Nm de couple, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, 4 secondes. C'est une voiture impressionnante, avec un moteur exceptionnel et un design ultra agressif. Il a acheté cette voiture pour 322 000 livres sterling avec seulement 100 000 km au compteur. Elle est encore pratiquement neuve, mais elle n'était pas assurée. En raison du coût élevé des réparations, l'ancien propriétaire a décidé de la vendre. Pour Matt, la chose la plus importante au début est que le moteur fonctionne. Si le moteur ne démarre pas, il ne considère même pas la voiture. La première étape consiste donc à transporter la voiture jusqu'au garage. Cependant, la roue arrière est complètement bloquée à cause de l'accident, ce qui rend son déplacement depuis la dépanneuse extrêmement compliqué. Il va essayer de libérer la pression sur la roue en découpant une partie de l'aile avec une disqueuse. Ensuite, il ouvrira le passage de roue et retirera la couche supérieure avant d'enlever toutes les pièces en plastique du côté endommagé. Une fois cela fait, il soulèvera la voiture avec un cric, ce qui donnera un peu d'espace à la roue pour bouger. Le niveau d'huile du moteur est mesuré électroniquement sur l'écran de bord, donc il n'est pas sûr qu'il en reste assez pour le démarrer. En effet, le radiateur d'huile situé sous la voiture a vu ses conduites se détacher lors de l'impact, ce qui a entraîné une grosse fuite d'huile. Pour contourner le problème, il va retirer les conduites cassées des deux côtés et utiliser un tuyau pour relier les ouvertures, annulant ainsi temporairement le passage de l'huile par le radiateur. La deuxième étape concerne le système électrique. La batterie de la voiture est située à l'arrière, sous le coffre. Sur les BMW, il y a un fusible au début du câble de la batterie qui saute automatiquement après un accident, coupant instantanément l'alimentation électrique du véhicule. Sur ce modèle, le fusible fait partie de la cosse métallique de la batterie. Son design est différent, mais le principe reste le même. Une fois ce fusible grillé, l'alimentation est également coupée pour le démarreur. Il va donc remettre en place la connexion métallique détachée et resserrer les bornes. Il faudra aussi réinitialiser le système d'ouverture du capot d'urgence de BMW, qui utilise des cylindres pyrotechniques pour soulever le capot en cas de choc avec un piéton. Une fois tout reconnecté, il va tenter de démarrer le moteur et il tournera du premier coup. Smooth as anything! Il va maintenant déplacer la voiture jusqu'au garage pour commencer les réparations sérieuses. La roue arrière bouge difficilement, mais l'important, c'est qu'elle tourne, peu importe comment. L'espace dans son atelier est assez restreint, donc il va faire reculer la voiture prudemment. Première bonne nouvelle, il est plutôt rassuré sur l'état du châssis. Le toit en carbone est intact, tout comme le cadre de la porte et les lignes de l'autre côté de la voiture, ce qui signifie que l'impact n'a pas causé de déformation visible sur la structure principale. En inspectant le dessous de la voiture, il découvre que la liaison de suspension arrière est tordue, ce qui expliquait pourquoi la roue était bloquée. Il prend plusieurs mesures pour s'assurer que les valeurs sont bien identiques des deux côtés et elles correspondent parfaitement. Il va donc démonter cette pièce en la détachant du moyeu de la roue. Une fois retirée, la roue retrouvera sa liberté de mouvement. La suspension n'est pas cassée ici, car cette voiture est équipée d'un système de direction arrière pour les roues. Il commence par retirer les écrous de la roue, puis il démonte le pare-choc arrière. Ensuite, il enlève toutes les pièces en plastique cassées et dégage les faisceaux de câbles et les fils électriques de leur passage. L'intérieur du passage de roue est complètement écrasé, avec la tôle déformée et comprimée sur elle-même. Toute la zone est tellement enfoncée qu'il est difficile d'en distinguer les contours. Il va donc retirer toutes les couches d'isolation et de revêtement du coffre, ainsi que le support du système audio. À ce stade, l'arrière de la voiture est complètement vidé et prêt pour les réparations.
Il va découper directement avec la perceuse sans marquage préalable pour créer une ouverture carrée. Mais en dessous, la structure est toujours complètement comprimée sur elle-même. Il démonte ensuite la banquette arrière et enlève le support des haut-parleurs situés derrière. Puis, il retire la couche de mousse d'insonorisation ainsi que toutes les autres couches d'isolation sous les sièges arrière. Ensuite, il démonte les charnières du coffre ainsi que les bras hydrauliques qui permettent son ouverture. Une fois tout retiré, il enlève la coque du coffre, ce qui révèle enfin la structure interne du châssis. L'élément clé ici, c'est les bras du châssis, qui sont essentiels à l'intégrité structurelle de la voiture. Heureusement, l'impact n'a pas causé de dommages visibles sur le bras arrière, ce qui est une bonne nouvelle. Pour s'assurer que ça vaut la peine de réparer, il consulte un ami spécialisé, un YouTuber anglais connu pour la reconstruction de BMW accidentés. Après examen, ce dernier confirme que le choc est réparable et que la voiture peut être remise en état. Rassuré par cet avis, il décide de commencer les réparations, mais il attaquera d'abord l'avant du véhicule avant de s'occuper de l'arrière. Il commence par démonter les charnières du capot et le retire complètement. Ensuite, il enlève le cache plastique des essuie-glaces. Le pare-choc avant est gravement endommagé et doit être remplacé. Pour cela, il démonte d'abord les roues, puis retire les garnitures intérieures des passages de roues. Ensuite, il enlève le reste du pare-choc cassé et démonte les blocs optiques endommagés. Il déboulonne ensuite les fixations de l'aile et la retire en la tirant vers l'extérieur. Bonne nouvelle, la structure située en dessous est intacte. Il va maintenant retirer l'ensemble du groupe avant en une seule pièce. Il commence par enlever les clips et les vis qui maintiennent la partie supérieure du capot. Ensuite, il démonte la boîte à air située au-dessus du moteur, ainsi que tous les conduits de refroidissement. Pour accéder aux vis qui fixent l'ensemble avant au cadre, il démonte un cache métallique situé en dessous. Il doit également retirer les boulons qui le relient au bras du châssis. Une fois ces éléments démontés, il pourra sortir tout l'avant du véhicule pour continuer les réparations. Il abaisse la voiture et retire complètement l'ensemble avant. Ensuite, il démonte le pare-brise cassé. Tous les radiateurs de la voiture sont regroupés ici. Il a acheté un cadre avant complet en bon état provenant d'un autre véhicule et il va l'installer à la place de l'ancien. Il fixe ensuite le cadre en l'alignant correctement à l'avant du châssis. Il remet ensuite en place le capteur de collision qui est responsable du déclenchement de l'ouverture du capot en cas d'accident. Puis, il fixe solidement les radiateurs d'huile et remet la boîte d'admission d'air à sa place. À ce stade, l'avant de la voiture est entièrement restauré et prêt pour la suite des réparations. Il installe le pare-choc en mousse qui contient le conduit d'air comprimé pour le capteur d'ouverture du capot. Ensuite, il s'occupe des phares cassés. Il a acheté le même design de phare, mais avec une référence différente. Le prix des deux optiques est de 1800 livres sterling. Lorsqu'il essaie d'allumer les phares, rien ne fonctionne. Il vérifie les anciens composants et découvre un problème électrique. Après analyse, il se rend compte que la programmation des nouveaux phares est différente. Pour résoudre cela, il remplace tous les modules électroniques liés à l'éclairage. Une fois les nouveaux modules installés, il teste à nouveau, et cette fois, tout fonctionne parfaitement. L'électricité fonctionne exactement comme à l'origine. Il installe ensuite le deuxième phare à sa place et branche le module de commande des feux LED. La teinte rouge des nouveaux feux est parfaitement identique à l'original. Ensuite, il s'attaque aux câbles des capteurs de stationnement avant qui ont été sectionnés lors de l'accident. Il les ressoude et remet toutes les connexions en place. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas fan du grand design de calandre de cette génération de M3, mais ici, c'est totalement différent. Il a acheté un pare-choc avant modifié et commence à installer tous les capteurs à leur emplacement. Une fois les capteurs en place, il fixe le pare-choc avant. Il y a un mot en anglais qui décrit parfaitement l'apparence de cette voiture, sinister, ce qui signifie sinistre ou menaçant. La calandre rappelle celle des versions GT de course. Comme d'habitude, il apporte quelques améliorations. Il remplace les inserts du capot par une pièce en fibre de carbone et installe un kit de barres de renfort en carbone, reliant l'avant du capot au support d'amortisseur. Enfin, il remet le capot en place, enlève le film de protection dessus, et voilà, l'avant de la voiture est entièrement terminé. Il retourne maintenant à l'arrière du véhicule. Il utilise un vérin hydraulique pour pousser l'aile depuis l'intérieur du coffre. L'objectif est de redresser autant que possible la zone endommagée avant de découper le quart arrière. Il doit également dégager la zone du support des haut-parleurs arrière avant de pouvoir installer le nouveau panneau. Ensuite, il s'occupe des airbags intérieurs. Presque tous se sont déclenchés dans l'accident, avec un total de 5 airbags à remplacer. Il démonte ensuite l'ancienne liaison de suspension arrière. Après avoir retiré plusieurs couches de revêtement couvrant la zone, il débloque l'écrou de fixation reliant la liaison au moyeu. Il installe alors la nouvelle pièce à sa place. Il passe ensuite au module de commande électronique des freins. Sur l'ancien, les emplacements des vis sont cassés. Il installe le nouveau module derrière l'étrier de frein et reconnecte son faisceau électrique. Enfin, il remet la roue arrière en place. L'arrière du véhicule commence à reprendre forme.
Il peut maintenant avancer la voiture d'1 mètre pour ouvrir les portes et commencer à démonter le tableau de bord. Il a acheté un tableau de bord neuf, déjà équipé de l'airbag passager. Pour dégager de l'espace, il retire d'abord les sièges avant. Ensuite, il démonte le cache du montant avant et détache l'airbag rideau sous le toit. Il retire également le ciel de toit qu'il remplacera par un neuf fixé avec des vis sur toute sa longueur. Il enlève ensuite les garnitures et démonte les mécanismes des ceintures de sécurité. Les nouvelles ceintures qu'il installe contiennent un petit cylindre pyrotechnique qui, en cas de collision, déclenche un enroulement ultra rapide du harnais. La prochaine étape est le retrait de la console centrale. Il commence par retirer le cadre des aérations arrière et dévisser les fixations de 10 mm situées derrière. À l'avant, sous le porte-gobelet, il y a 2 autres vis à démonter. Une fois la console centrale détachée du plancher, il débranche tous les clips autour du tunnel central et démonte le module de climatisation ainsi que les boutons de commande principaux. Il enlève ensuite l'écran d'infodivertissement en déconnectant ses câbles. Sur les côtés, il retire un cache en plastique ainsi que le cadre de la ventilation qui cache des vis de fixation dissimulées. Enfin, il sort l'écran du combiné d'instruments ainsi que l'airbag genou sous le tableau de bord. Toutes les fixations du tableau de bord sont identiques en taille et en forme, ce qui facilite l'ensemble du démontage. Il retire le haut-parleur central du tableau de bord, puis démonte la fixation du volant depuis son centre. Derrière, il enlève la colonne de direction avec les palettes de changement de vitesse. Il ne reste plus qu'un petit nombre de vis à retirer sous le tableau de bord. Une fois celle-ci enlevée, il peut enfin extraire l'ensemble du tableau de bord de la voiture. À l'intérieur, il y a encore de nombreuses vis maintenant l'habillage intérieur en place. Il installe alors le tableau de bord neuf, équipé d'un airbag passager intact, et commence à tout remonter en procédant à l'inverse du démontage. La dernière étape est l'installation de l'airbag conducteur, qui est en parfait état. Une fois en place, l'intérieur est quasiment terminé. Il vérifie que tout est bien remonté et que l'électricité fonctionne parfaitement. Ensuite, il reconnecte les conduites du radiateur d'huile. Il lève la voiture et effectue une vidange complète du moteur. Les extrémités des conduites d'huile doivent être installées dans une zone très étroite et difficile d'accès. Pour y parvenir, il démonte la crémaillère de direction ainsi que la barre stabilisatrice. Avec le carter désormais exposé, il installe un couvercle de protection pour éviter toute fuite en cas de choc. Ce cache réduira certainement un peu le flux d'air vers le radiateur d'huile, mais il comporte suffisamment d'ouverture pour garantir un refroidissement efficace. Ici, il va remplir le système avec du liquide de refroidissement, mais pas de manière traditionnelle. Cette voiture est équipée de 2 réservoirs pour stocker le liquide. Il commence par retirer le bouchon du réservoir côté moteur, ainsi que celui de l'autre réservoir. Ensuite, il connecte l'orifice principal à une pompe à vide qui va aspirer tout l'air présent dans le circuit. Une fois l'air complètement évacué, il peut remplir le système avec environ 8 litres d'eau déminéralisée et de liquide de refroidissement, garantissant ainsi un fonctionnement optimal du moteur. Il connecte le tuyau et laisse le système se remplir, puis termine le remplissage manuellement par le haut. Ensuite, il passe à l'étape du changement d'huile. Pour réinitialiser le système et assurer une bonne circulation, il suit une procédure spécifique. Appuyez 3 fois sur le bouton « Start » sans démarrer le moteur. Allumez le chauffage en réglant la climatisation sur chaud, avec la ventilation à la vitesse minimale. Maintenir la pédale d'accélérateur enfoncée pendant 15 secondes pour activer la pompe à huile. Appuyez sur la pédale de frein puis démarrer le moteur. Ces étapes permettent de mettre la voiture en mode maintenance, ce qui autorise la mesure électronique du niveau d'huile sans démarrer le moteur. En quelque sorte, cela fait un rafraîchissement de la lecture de l'huile avant de remplir avec la nouvelle. Bien sûr, ces étapes ne sont pas obligatoires, mais elles sont recommandées par le constructeur pour garantir une lecture précise et éviter tout problème de lubrification. Une fois l'huile remplie, il sort enfin la voiture pour un essai. Le coût total de la reconstruction jusqu'à présent s'élève à 38 000 livres sterling. La dernière et plus grande étape est le remplacement complet du car arrière. Son ami YouTuber, celui qu'il avait consulté au début, est maintenant arrivé au garage pour l'aider. Il utilise une perceuse pneumatique pour découper la carrosserie, mais le compresseur d'air qu'il possède est un peu trop faible pour cette tâche. Avec un compresseur plus puissant, il réalise rapidement que la découpe du panneau extérieur est bien plus rapide et efficace. Il coupe de manière presque aléatoire, car toute cette partie de la carrosserie sera remplacée de toute façon. Il retire tout l'arrière, en passant aussi par le passage de roue complètement détruit. À l'intérieur, il reste encore une partie de la structure en bon état, mais elle est très affaiblie, ce qui signifie qu'il devra être très précis pour assurer une réparation solide et fiable. Il commence par démonter la charnière de la porte pour dégager complètement le cadre et accéder à la structure sous-jacente. Ensuite, il retire la garniture du toit et débranche tous les faisceaux électriques connectés à la carrosserie arrière. Il passe ensuite au démontage des points de soudure situés tout autour du montant de porte. Pour cela, il utilise la même ponceuse à bande que Tim avait employée dans sa vidéo sur la restauration de la GT-R. Cet outil lui permet d'éroder progressivement les zones de soudure et de séparer les panneaux métalliques proprement. Une fois le panneau extérieur détaché, il
il doit couper le cadre endommagé à l'endroit précis où il sera remplacé par la nouvelle pièce. Cette étape est cruciale pour assurer un bon alignement et une réparation solide. Il commence par le bas, au milieu de la zone droite, puis il enlève une petite partie de la carrosserie du toit en haut. Il devra également détacher toutes les soudures autour de la zone sur la structure interne. Il va poncer toutes les soudures de la pièce arrière, puis démonter le reste au niveau du cadre. Ensuite, il retire la roue et démonte l'amortisseur. Avec une meuleuse, il enlève toutes les zones recouvertes de mastic d'étanchéité. Il y a beaucoup de points de soudure à percer, surtout autour du bord métallique du passage de roue. À ce stade, il est entré dans une phase de non-retour. Il démonte et découpe toutes les structures internes du car arrière. Enfin, il ne reste plus que l'ossature nue, après avoir entièrement vidé la zone. L'impact a également endommagé le support arrière situé derrière le pare-choc. Il a acheté cette pièce neuve, mais il ne va pas la remplacer entièrement. Pour gagner du temps, il ne changera que la section endommagée. À ce stade, le nouveau car arrière est prêt à être installé. En réalité, lorsqu'il a acheté la voiture à son ancien propriétaire, ce panneau arrière était inclus dans la vente. L'ancien propriétaire avait initialement prévu de réparer la voiture, mais le coût était beaucoup trop élevé en dehors de l'assurance, ce qui l'a poussé à abandonner la restauration. Mais le panneau du car arrière est découpé un peu trop grand. Il va donc ajuster et retirer les parties inutiles avant de l'aligner sur la structure interne. Ensuite, il fixe temporairement le nouveau panneau sur le châssis pour voir comment il s'adapte. L'installation est excellente, mais il y a encore du travail à faire pour l'ajuster parfaitement. Toutes les ouvertures circulaires doivent être soudées avec précision pour garantir une fixation solide et une finition impeccable. Ce processus prend beaucoup de temps, mais il est essentiel pour assurer une réparation durable et invisible. Nice, that sounded good. Oh, you missed a little bit. Oh, I missed a little bit. That's not bad. Il laissera son ami accomplir cette tâche, retournera à la zone découpée de la tôle et soudera la ligne qui les relie avec des points de soudure sur toute la longueur de la pièce. Ensuite, l'un des abonnés de la chaîne a envoyé un cadre latéral intact qui servira de structure complète pour les deux portes. Il ne coupera que l'arrière dont il a besoin et vérifiera si la pièce s'adapte parfaitement. Ici, il mettra un ruban sur le bord du cadre pour s'assurer de couper bien droit. Il fixera ensuite le cadre sur la voiture en suivant les contours de la pièce et coupera l'excédent à la meuleuse. Ainsi, le cadre sera ajusté au millimètre près. Ensuite, il remettra la roue en place, posera la voiture au sol et comblera également l'écart du côté du coffre. Ensuite, il percera des trous tout le long du nouveau cadre et appliquera un mastic pour fixer les métaux entre eux. Il étalera et essuiera la ligne autour de l'aile de l'intérieur, puis fixera définitivement le cadre à sa place. Après cela, il commencera à souder complètement le support du car arrière. Il ne restera plus que les trous de l'intérieur, qui seront réalisés avec un véritable savoir-faire. Enfin, il masquera la voiture avec du ruban et appliquera un apprêt sur toutes les zones de soudure pour prévenir la rouille. Il appliquera plusieurs couches sur le toit pour éviter la rouille causée par la pluie, puis il peindra l'intérieur du coffre. Toute couche en contact avec une autre pièce métallique doit être isolée, car l'isolant ou le mastic empêche l'air et l'humidité de s'infiltrer entre elles. De plus, au niveau de la jonction finale des pièces, il a utilisé un pinceau pour bien étaler le mastic sur toutes les zones avec soin. Et après avoir peint la voiture, le mastic est devenu totalement invisible. Il va maintenant réinstaller le câblage électrique à l'intérieur ainsi que l'amplificateur sur le côté du coffre. Ensuite, il remettra la batterie en place et remplacera le fusible arraché, qui est fourni en une seule pièce par le constructeur. Ici, il changera entièrement la connexion, et pas seulement les pièces métalliques. Il ne reste plus que le revêtement du coffre à installer. Il remettra l'amortisseur en place, puis réinstallera les pièces en plastique contenant les ouvertures pour fixer le pare-choc arrière. Ensuite, il montera la garniture sur toute la largeur de la voiture et fixera en dessous la barre de protection en métal. Il reconnectera ensuite les éclairages avec leurs fiches, puis s'installera le nouveau pare-choc à son emplacement. Il ne restera plus qu'à insérer le long bas de caisse dans ses fixations. Enfin, il remettra le couvercle du coffre sur ses charnières et ajustera les lignes d'alignement. Il verra que les alignements sont parfaits sur toute la structure. Ensuite, il remettra la roue en place et démarrera le moteur. Il installera un nouveau pare-brise, appliquera la mousse sur la coque arrière, puis posera le grand couvercle en plastique. Ensuite, il recevra les nouvelles ceintures ajustées en usine et les installera en les fixant le long du montant. Après cela, il effectuera une mise à niveau majeur des sièges en optant pour des baquets en carbone avec une finition en blanc. De plus, tout l'habillage intérieur sera remplacé par la nouvelle couleur, donnant un style de niveau supérieur, vraiment impressionnant.
Il installera la porte à son emplacement, mais remarquera un léger décalage après la fermeture. La cause vient du loquet en métal qui est un peu lâche, donc il le fixera correctement pour que la porte se ferme parfaitement. Ensuite, il démarrera le moteur et peindra le pare-choc en noir, ce qui rappelle les modèles d'entrée de gamme des concessions. Mais après avoir repeint la voiture en rouge flamboyant, elle a retrouvé toute sa splendeur, comme neuve. Toutefois, le moteur M3 est encore modifiable et il y a sûrement plus d'améliorations à venir. Il décide alors de modifier le système d'échappement et d'acheter un échappement entièrement modifié de chez Scorpion. Le système d'origine contient beaucoup de silencieux et d'obstacles qui réduisent le flux d'air. Il commencera par déconnecter les tuyaux d'échappement au niveau des collecteurs à l'avant. Ensuite, il retirera tous les supports le long du trajet de l'échappement et descendra l'ensemble des tuyaux d'un seul bloc. Le design stock étouffe vraiment le son du moteur. Il retirera le cache en métal sous le moteur, puis démontera les deux catalyseurs, tout en désactivant le capteur d'oxygène. Les nouveaux tuyaux d'échappement auront un diamètre plus large, d'environ 3 pouces. Il fixera les capteurs dans le downpipe en l'insérant dans l'espace restreint. Il répétera ces étapes pour le deuxième tuyau, puis retirera l'électrovanne de l'ancien système et installera la nouvelle. Ensuite, il remontera toute la section arrière en une seule pièce et fixera solidement tous les supports à leur emplacement d'origine. Enfin, il installera les embouts en carbone Akrapovic et démarrera le moteur pour profiter du nouveau son. Lorsque le valve est fermé, le son reste normal et discret, mais une fois qu'il s'ouvre, le bruit devient beaucoup plus fort et agressif. Et comme le son du moteur Inline 6 n'est pas le plus impressionnant en soi, il installera ensuite les mêmes filtres ronds que ceux montés sur la M5. Il retirera les conduits d'air en plastique sous le capot et en dessous, il sortira le tuyau de charge pipe, qui relie le flux d'air du turbo au collecteur d'admission. Enfin, il installera des éléments en fibre de carbone pour que tout le compartiment moteur soit 100% carbone. Le filtre à air sport affecte légèrement le son de la voiture, en ajoutant une petite amélioration au bruit d'admission. Oh yeah, you can do that. Oh yeah, that's wow now. Et de manière évidente, le moteur respire mieux et plus rapidement. Il remplacera ensuite les ressorts des amortisseurs avant par 2 coilovers réglables en hauteur. Pour cela, il commencera par démonter la coupelle de l'amortisseur en retirant son écrou supérieur. Mais ici, il le fait sans compresseur de ressort, ce qui est clairement dangereux. Il lui arrive parfois de faire des manœuvres imprudentes. Il n'aura pas besoin du support du ressort d'origine, donc il le tapera avec un marteau pour le retirer de son emplacement. Ensuite, il installera le nouveau support, puis le ressort par-dessus. Il fixera également la vis de maintien sans comprimer le ressort et remettra les amortisseurs réglables en place. Si tu regardes bien, tu remarqueras que l'ancien support de ressort était positionné en haut, tandis que le nouveau est fixé directement sur l'amortisseur en bas. Cela a causé un frottement de la roue contre le support pendant l'installation. Il a résolu ce petit problème en installant un spacer au-dessus du disque de frein, ce qui crée un espace supplémentaire d'environ 2 cm vers l'extérieur. Grâce à cela, le bruit de frottement entre la roue et l'autre pièce disparaît complètement. Ensuite, il remplacera également les ressorts arrière, situés au niveau du pont arrière. Il commencera par démonter le bras de suspension inférieur, puis desserrera la biellette, ce qui lui permettra de retirer facilement l'ancien ressort. Il y a une grande différence de longueur entre les deux ressorts, mais une entretoise de réglage de hauteur sera installée entre le ressort coloré et le ressort noir. Enfin, il mettra le nouveau ressort en place sur son support. Il installera ensuite le cache intérieur de la roue arrière, abaissera la voiture et vérifiera la hauteur. Il remarquera alors que le bras de suspension arrière, du côté de l'accident, est légèrement tordu. De plus, l'amortisseur lui-même présente une bosse. Il ira donc acheter ces 2 pièces chez le concessionnaire, ce qui lui coûtera 700 livres sterling. Il ira ensuite acheter de nouvelles jantes de 20 pouces, dont le design ressemble beaucoup à celui des jantes de la Porsche GT3 RS. Les voitures sportives BMW ont toujours des pièces modifiées, donc il installera une lame avant en fibre de carbone. Il percera des trous spécifiques avec une perceuse, puis fixera correctement les nouvelles ouvertures à l'aide d'un pistolet pneumatique. En plus de cela, il a également acheté des bas de caisse complets, qu'il remplacera par des modèles en fibre de carbone plus longs. Il retirera l'adhésif de l'aileron d'origine et le déposera délicatement. Ensuite, il appliquera de la colle sur le nouvel aileron et le fixera correctement à sa place. La dernière étape dans son garage sera d'installer les nouvelles jantes dorées. Ensuite, il se rendra dans un centre de géométrie où il remplacera l'amortisseur et le bras de suspension arrière. Enfin, il ajustera le parallélisme et la stabilité de la voiture.
Il fera un tour rapide avec la voiture pour tester la direction. Ensuite, il effectuera un tuning du calculateur afin qu'il reconnaisse et exploite pleinement les nouvelles pièces installées. Enfin, il passera la voiture sur un banc de puissance, dyno, pour mesurer sa puissance après les modifications d'admission. Écris-moi en commentaire. À votre avis, combien de chevaux va-t-elle enregistrer? Il prendra d'abord une lecture initiale avant de reprogrammer le CU. Il fera monter la voiture progressivement jusqu'à 220 km/h. Résultat, 550 chevaux et 700 Nm de couple, et ce, avant même l'optimisation complète. Après le tuning, il refera un test sur banc. Cette fois, la voiture enregistrera 644 chevaux et 816 Nm de couple. Sa voiture est 140 chevaux plus puissante que la M3 Competition Stock. Ensuite, il ira sur circuit pour tester quelques accélérations et profiter d'un peu d'action. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la voiture de rêve. Un design agressif, une couleur unique et des performances incroyables. Sa voiture est 140 chevaux plus puissante que la M3 Competition Stock. Ensuite, il ira sur circuit pour tester quelques accélérations et profiter d'un peu d'action. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la voiture de rêve. Un design agressif, une couleur unique et des performances incroyables. La BMW a enregistré pratiquement le même temps que la Lamborghini, et même légèrement plus rapide de quelques fractions de seconde. Mais comme dit Baba El Majjal, une victoire reste une victoire, même pour un infime écart. Après la fin de cette course, il entend un bruit de frottement clair venant du pont arrière. Il soulèvera la voiture, démontera les freins, puis retirera le disque de frein. Ensuite, il dévissera les boulons du support arrière et desserrera l'écrou de l'essieu arrière. Ce bruit de frottement provient du roulement de roue. Normalement, un roulement à billes a une durée de vie très longue, atteignant en moyenne 100 000 km, mais l'accident a certainement endommagé cette pièce. Il installera donc un nouveau roulement d'origine provenant du constructeur. Ensuite, il appliquera du silicone haute température, refermera complètement la zone et tout remettra en place. Après cela, il prendra la route pour affronter l'enfer vert et testera sa voiture sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne. Ce jour-là, la météo est pluvieuse et le prix du ticket d'entrée sur le circuit est de 30 €. Le Nürburgring est une piste très longue, serpentant à travers les arbres et la forêt. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette reconstruction, tout comme Matt Armstrong a pris du plaisir sur la piste. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire quelle voiture tu aimerais voir restaurer ensuite.